J'ai 2 machines magiques. Waouh. T'as 2 machines magiques? Rejoignez-nous sur Discord pour en savoir plus. Le lien sera dans la description. Are you a doctor, Ryan? No. Shame. I'm looking for a doctor. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Un nouveau générique. Tu m'as perturbé. Pardon. Tu m'as coupé dans mon élan. Vous avez coupé le groove de l'empereur. Merde, j'ai perdu mon groove. Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui vous parlera de Looney Tunes, mais jamais au grand jamais du docteur. Et si vous ne comprenez pas cette référence, vous verrez pendant l'épisode. Alors, on se retrouve pour cette nouvelle saison dans notre Tardis virtuel avec Pomme. Oui, toujours là. Formagate. Oui. Zu. Présent. Et si vous avez écouté l'épisode précédent, notre nouvelle membre d'équipage, notre nouvelle compagnonne, Mary. Oui. Salut Mary. Bonsoir tout le monde. Ouais, en plus, elle fait le signe des Vulcains. C'est trompé de série. Ah bon? Eh ben, on va y aller. Eh ben, c'était cool. Allez. On va pas parler de mecs avec des sabres laser, c'est ça? Non, Non, exactement, c'est ça. pas aujourd'hui. Bon, vous êtes prêts? Vous êtes chauds? Absolument. Oh, bien sûr. J'ai si hâte. On est là tous ensemble pour parler de quoi ce soir? De la femme docteur. Wouh, C'est Docteur c'est femme, Dr. Queen? exactement. Non? c'est Docteur pas femme. ça. Dr. Femme? Oui, c'est Ok. le Dr. Wynn, épisode 2. Moi, sur Netflix, je viens de recommencer Urgence et je voulais vous proposer de faire un podcast qui s'appellerait Docteur What. Vous en pensez quoi? Non, merci. Ah, Urgence, c'est trop mal. Vas-y, c'est bon. J'adore. Si on peut rien proposer. On peut rien- On va parler de rien Docteur Non, Who. mais ça va, on va parler de Doctor Who. Et de quel épisode on va parler ce soir, Mary? Ah, très bien. La patate chaude. C'est comme ça que ça marche ici. C'est le premier épisode de la saison 11. C'est un épisode qui s'appelle La femme qui venait d'ailleurs, ou The Woman Who Fell to Earth en anglais. Et voilà. Alors, c'est dans le conducteur. C'est Il y a dans le tout dans le conducteur, il y a les conducteur. détails. t'as juste à dire. J'allais dire, du coup, je vais me permettre de lire toutes les infos qui vont avec. C'est ça. C'est C'est un épisode qui est exactement fait sorti. pour ça. Et je suis désolée, ça ne va pas nous rajeunir parce que c'est un épisode qui est sorti au Royaume-Uni le 7 octobre 2018 et le 13 janvier 2019 en France. Voilà. Réalisé par Jamie Childs, scénarisé par Christy Knoll et avec, pour la première fois, Jodie Whittaker dans le rôle du docteur. Voilà, dans la félicité générale. Et donc, j'allais dire, je vous propose peut-être de ne pas forcément parler des compagnons, étant donné qu'on va les découvrir, mais... J'allais le dire. Allez, voilà, allez, d'accord. ok, bien d'accord. Je suis complètement On d'accord fera un avec toi. point plus tard. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? On te pose des pièges. Oui, j'allais dire, non mais attendez, mais moi si j'avais su, j'aurais préparé, là, vous me prenez sur le vif. En une phrase, eh bien, on découvre le nouveau docteur. Voilà. Parfait. Très bien. Pas besoin d'aller plus loin, je pense. Voilà. Ouais, parce que moi j'avais écrit Pomme là où il y a écrit Mary tout à l'heure. Non, il n'y avait rien d'écrit, donc j'ai mis Mary. Et j'explique pourquoi. J'ai d'abord regardé qui faisait quoi dans cet épisode. Ensuite, j'ai regardé qui faisait quoi dans l'autre épisode. Et Mary était la seule qui ne faisait absolument rien des 2 épisodes. Et je me suis dit, il faut qu'elle fasse au moins un truc. Et il n'y avait rien d'écrit. Mais parce qu'en fait, c'est ce qu'on avait convenu, Pomme. C'est pas grave. Non, de présenter, non, je crois pas. On avait dit c'était les Bah, épisodes j'étais pas là, ok, d'observation. vous faites des réunions sans moi, très bien. Allez. Non, vraiment, la dernière fois, tu m'avais dit, bah écoute, on fait les 2 premiers, comme ça tu vois comment ça fonctionne, et du coup, tu pourras faire le Ah, mais troisième. pour les résumés, moi je parlais que des résumés. Très bien. Ah, moi, je te restais là-dessus. Hein. Doigt de pied en C'est pas grave. éventail, je suis arrivée, Non, mais j'ai t'inquiète, posé mes c'est- notes. Personnellement, j'arrive toujours avec rien de préparé pour cette partie-là, donc Très bien. tout va bien. Tout est dans le conducteur, de toute façon. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Et est-ce que c'est un épisode qui vaut le coup pour démarrer Doctor Who? Je pense que c'est une bonne question en début de saison, comme ça, avec un nouveau docteur en plus. Et je vais poser la question à Format en premier. Oh. Format, s'il te plaît, synthétiquement. Parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Alors, déjà, c'est un épisode important pour le lore de Doctor Who. Donc oui, c'est un épisode qu'il faut regarder.
pour débuter la série, je pense que ça peut le faire parce qu'on est avec une nouvelle DA, nouveau showrunner, nouveau docteur, nouveau compagnon, tout est nouveau, même la musique, l'ambiance, la colorimétrie, tout ça. Donc à fond. C'est vraiment un épisode qui pose les bases de ce que Chibnall va nous proposer tout au long de son ère. Donc il est important et il est vraiment trop bien. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Sinon, je parle pendant 3 heures, quoi. Oui, garde-en un peu pour après. Mary, de ton côté. Alors, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé découvrir. Est-ce que c'est un épisode par lequel il est intéressant de découvrir Doctor Who ? Je vais rejoindre Format sur le fait que c'est toujours bien de découvrir la série avec un épisode 1 déjà. Donc voilà, par essence, oui, ce serait vraiment le mieux placé de la saison pour être l'épisode de découverte. Et il réintroduit bien tous les concepts. Donc non, il était très intéressant. Et je rejoins Format, j'ai beaucoup à en dire aussi. Voilà. Ça promet. Zu ? Ouais. Cet épisode pourrait être un téléfilm Doctor Who, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que si tu sais rien, que tu te lances dedans, t'as un début, t'as un milieu, t'as une fin, et en plus t'as une fin qui te donne envie d'en avoir plus. Donc y a un rythme qui est tellement effréné que ouais, moi on m'aurait dit il y a un quart d'heure de plus, juste histoire de presque un peu mieux connaître les compagnons et les personnages, s'attacher un peu plus, juste dans un esprit encore une fois téléfilm, j'aurais dit oui aussi, quoi. Donc un peu à la manière des premiers épisodes de Battlestar Galactica. Tu veux dire les 2 pilotes qui font 1h30 chacun ? Exactement. Donc tu parles pas de Caprica, tu parles vraiment de Battlestar Galactica. Oui. Ok. Caprica. Oui, On n'est pas là pour parler de ça. J'ai jamais fini Caprica. Bref. Et toi, Pomme ? Alors, moi j'ai noté, je vous lis. Ça fait partie des rares trucs que j'ai réussi à sauver sur mon carnet qui a pris le thé. Ah oui. Avis général, 2 points. Trop bien. Je suis contente d'avoir revu cet épisode. J'avais complètement oublié la gueule du méchant, donc j'ai eu la même réaction instinctive de dégoût. Je ne me suis pas ennuyée. J'ai envie de voir la suite. Oui. Très bien. Très bien, c'est synthétique, c'est bien. Merci, Pomme. Et toi, Grand Poil ? Quel grand kiff. Enfin, tu vois, c'est rare. Je me souviens qu'à chaque changement de docteur, j'ai des soucis. Tu vois, il y a toujours, souvent, un premier épisode où tu fais « Oh, bah, c'est plus mon docteur. Oh, j'ai du mal. » Franchement, avec Jodie Whittaker, j'ai pas eu ce problème-là. Tout de suite, elle est rentrée dedans à fond et elle est rentrée dans mon petit cœur à fond, les ballons aussi. Donc non, j'ai vraiment apprécié ce premier épisode. Il démarre vraiment très très bien. Les thématiques sont sympas. Un excellent épisode pour en plus redémarrer, pour quelqu'un qui connaît pas, pour redémarrer Doctor Who, ça rentre très bien. En plus, t'as même pas le TARDIS tout de suite. T'as plein de petites choses qui te disent, ils te teasent des choses à venir pour pas non plus que un nouveau téléspectateur soit submergé, quoi. Donc non, bien, foncez-y, c'est du bon. Je vous propose de passer à la suite. Oui. The Times. Shall I set it up? Yeah, why not? Celui-là, on l'a gardé. Il est trop bien. Meilleur extrait. Toujours. Obligé. Format, c'est à toi. Oui, c'est à moi. Pardon. J'ai tellement teasé que je voulais faire ce résumé que j'ai oublié que c'était à moi. Alors, l'épisode débute avec un jeune homme sur une vidéo YouTube qui nous parle d'une femme extraordinaire. Scène suivante, ce même jeune homme, qui s'appelle Ryan, je ne sais pas pourquoi j'écris Tian, mais c'est Ryan, est dyspraxique. Et avec l'aide de sa grand-mère et du nouveau cum de celle-ci, il tente de faire du vélo pour apprivoiser sa dyspraxie, mais il n'y arrive pas. Alors du coup, par énervement, il jette son vélo par-dessus la falaise, allant se perdre dans la forêt plus bas. Graham et Grace, du coup, les 2 grands-parents s'en vont parce que le dernier train est sur le point de partir et qu'il ne faut pas louper. Et Ryan, lui, il doit aller chercher son vélo dans la forêt en bas. Donc il se retrouve dans la forêt et il y a un phénomène lumineux étrange qui apparaît en face de lui. Il le touche, ça fait des trucs bizarres et bim, une figue géante apparaît comme par science-fiction. Oui, c'est Doctor Who. Ou une grosse crotte de schtroumpf, c'est à voir. Il appelle la police pour qu'on lui vienne en aide. On lui envoie alors une stagiaire. Cette stagiaire, c'est Yaz. Yaz et Ryan ont été à l'école ensemble. Ils se connaissent, c'est cool.
La nuit est tombée, dans le train où se trouvent Grace et Graham, il y a un souci. Ils s'arrêtent d'un coup, plus d'électricité, plus rien du tout. Mais dans le wagon, ils ne sont pas seuls, il y a un mec qui va au boulot. Je crois que c'est Karl, mais je ne l'avais pas noté à ce moment-là parce que j'avais oublié. C'est Karl, ouais. Un sac de nœuds électrique, et donc il faut vraiment imaginer le Pokémon sac de nœuds, d'accord? Ah, c'est ce que j'ai écrit, un sac de nœuds dans mon carnet. Moi, ça m'a la rappelé, bande de ça m'a millennials. rappelé les espèces de poulpes de Matrix. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Les machines, finalement. Ouais. Un sac de nœuds électrique fait son apparition. Il se dirige dangereusement vers le petit groupe. Une femme alors tombe du toit et atterrit sur le sol du train. Oh, mais c'est le nouveau docteur! Oh, pardon. Elle traverse littéralement. C'est pour ça que j'ai parlé de Looney Tunes dans l'intro, parce que là, vraiment, son arrivée, traverser le toit du train, et elle se relève comme ça en mode vraiment sur ressort, Salut, ça m'a ça fait va mourir de rire. Ouais, j'ai rien. Petit semblant de générique, parce que oui, dans cet épisode de Dr. Watt, il n'y aura pas de générique à la bouche, parce qu'il n'y avait pas de générique dans Dr. Who. Oh, quel dommage. Le docteur Les fraîchement... voisins s'en plaignent déjà. Le docteur fraîchement régénéré ne sait pas vraiment qui elle est. Elle neutralise le sac de nœuds, Ryan et Yaz les rejoignent dans le train, le sac de nœuds se réveille à nouveau, il fait un truc bizarre et il s'enfuit. Le docteur, Ryan et Yaz se dirigent alors vers l'avant du train, parce que c'est là qu'ils ont eux-mêmes réussi à rentrer. La conductrice est morte, c'est Dr. Who. Et comme Moffat est parti, on sait qu'elle ne reviendra pas. À la vie, évidemment. Ouch. Ah oui, là, à partir de maintenant, il va falloir vous habituer. Ce n'est plus Moffat qui écrit les épisodes. Donc, les morts sont potentiellement Il y a des Vraiment. quasiment conséquences. tout le temps. Il y a des vraies Vraiment conséquences. mort. Le docteur part alors enquêter. Après tout, c'est son domaine. Ryan lui parle de la figue géante, alors ils vont la voir, conduit par Yaz au volant de sa voiture de police. Mais arrivé sur place, la figue a disparu. C'est un mec qui l'a récupérée et il est en train de la filmer dans un genre d'entrepôt. Du côté de la team Docteur, Yaz part enquêter pour savoir s'il y a des infos sur la figue. Graham va demander à ses collègues conducteurs de bus et Ryan et Grace vont s'occuper du docteur qui s'évanouit encore secoué par sa régénération. Graham, il m'éclate dans ces moments-là avec son réseau des conducteurs de bus. C'est vraiment la mafia, quoi. Du côté de la figue, le kidnappeur de fruits la regarde s'ouvrir, tandis que sac de nœuds électrique émet des ondes en haut d'une tour. De retour avec le docteur, elle se réveille en pleine forme mais découvre que sac de nœuds a finalement posé en chacun d'eux une mini-bombe qui détruit la chair de l'intérieur. Pour récupérer la source, elle se sert du téléphone de Ryan qu'elle formate et tous ensemble, ils partent à la recherche du sac de nœuds électrique. Dans la figue se tenait un extraterrestre. Oui, c'est Dr. Who. Il porte un masque, il est chelou. Le mec qui a récupéré la figue demande où est sa sœur, mais l'extraterrestre le tue parce que c'est un méchant et il lui pique une dent. Et on rappelle que c'est pas Moffat qui a écrit l'épisode. J'ai pas fait la blague ici, mais elle reviendra peut-être plus tard. Tout au long de la saison. Ça veut dire que c'est Moffat qui a écrit cette blague? Le docteur et ses nouveaux amis, suivis par le signal, arrivent sur le lieu où un extraterrestre fuit. Le docteur le suit, suivi par les autres, mais il a réussi à les semer. Ils finissent par entrer dans l'entrepôt et découvrent le mec amateur de figues mort, une dent en moins. Moffat n'étant toujours pas là, il reste mort. Assez étrange comme perspective d'avenir pour Dr. Who, tous ces morts-là. Enfin bref, le docteur n'a pas de tournevis sonique, elle s'en plaint, alors elle va en fabriquer un. Ryan et Yaz, eux, découvrent ce qui se passe à Sheffield. Oui, parce que l'action se passe à Sheffield. C'est pas à Londres, pour une fois. Et à Sheffield, Ni à Cardiff. Ni à Cardiff. Ce n'est donc pas la première fois que ça arrive. En fait, la sœur du Mac, mais c'est du mec, mais j'ai mal écrit, a été kidnappée à cause d'une figue géante aussi. Enfin, vous avez compris, la figue, l'extraterrestre, tout ça. Le docteur analyse la coque de la figue vide et on déduit que l'extraterrestre ici est en guerre contre Sac de Nœuds, un autre extraterrestre. Donc elle veut mettre fin à tout ça. Elle part à la recherche de Sac de Nœuds, mais l'autre extraterrestre aussi, il croise un mec qui lui jette de la salade à la tronche avant de le tuer et encore de lui prendre une dent. Mange ma C'est salade. un trophée de chasse. Halloween. Exactement. Le docteur comprend que Sac de Nœuds cherchait Karl, du coup l'autre le mec du train là. Et le second extraterrestre arrive. Il enlève son masque, il est bleu, le visage recouvert de dents. C'est un Stenza qui s'appelle Il Tim est- Shaw. Ouh, ouh, ouh. Dégueulasse. Il est absolument Encore dégueulasse. Encore un nom de médicament. Le Stenza. Ah bah le stanza, c'est pour quand t'es un peu dérangé de la tripe. Hein. C'est quand t'as des problèmes cutanés. Ou des problèmes cutanés. Ouais.
Il cherche Carl parce que c'est un rituel de sa planète, mais sans aide normalement. Et en fait, le docteur, il lui dit qu'il triche parce qu'en fait, le sac de nœuds lui appartient et qu'il a trouvé Carl à sa place. Donc il récupère le sac de nœuds et part chercher Carl là où il travaille. Et en fait, Carl, il est grutier. Et Tim Shaw grimpe sur la grue. Le docteur Ryan et Yaz arrivent avec Grace et Graham. Je vous ai épargné toute une scène où ils papotent parce que c'était long. Et donc du coup, ils se séparent. Donc il y a le docteur Ryan et Yaz qui grimpent sur une autre grue, alors que Grace et Graham, eux, font évacuer le chantier de tous les gens qui travaillaient là le soir. Petit point, j'affronte mes peurs. Que Ryan, le mec dyspraxique, soit super chaud à grimper en haut d'une grue. Moi, à ce moment-là, je serrais les fesses. Hein. Je me suis dit, si justement le côté dyspraxie avec le vélo, c'est une préparation paiement, c'est au moment de la grue que ça devrait arriver. Eh ben non. C'est vrai. Mais il a failli tomber à un moment donné. Tandis qu'elle monte sa grue, et il n'y a pas de jeu de mots derrière, le docteur demande à Carl de sortir de sa grue et de la rejoindre. Tim Shaw arrive à la cabine de Carl. Le docteur confie à Yaz et Ryan de faire pivoter sa grue vers celle de Carl pour pouvoir l'aligner. En bas, Grace décide d'aller affronter sac de nœuds. Le sac de nœuds a stoppé la progression de la grue du doc. C'est un peu compliqué. Tim Shaw arrive, Carl saute vers le docteur, mais Tim Shaw le rattrape au dernier moment. Le docteur saute et se hisse sur la grue et décide d'affronter le Stenza. Elle lui donne un ultimatum. Soit elle quitte la planète, soit elle détruit son circuit de rappel. Tim Shaw lui riposte avec les micro-bombes qu'il a placées chez tout le monde. Il tente de déclencher les bombes, mais c'est lui qui souffre. Parce que le docteur... Petit point histoire, jusqu'à ce moment-là, elle se souvenait pas de qui elle était, elle se souvenait pas de son nom, et elle le retrouve justement au moment où elle se retrouve face au Stenza et où elle essaie de s'imposer aussi avec tous au background de derrière, je suis le docteur, tu vas pas... Enfin, je protège la Terre. Exactement. Le docteur lui avoue qu'elle a supprimé les bombes et qu'elle les a transférées à sac de nœuds. Et comme ils sont liés, ça détruit Tim Shaw. Elle lui relance son transfert et Carl le pousse de la grue et Tim Shaw se téléporte. En bas de la grue, Grace et Graham vont donner une décharge électrique à sac de nœuds pour l'anéantir. Mais Grace est touchée. Elle tombe au sol. Elle est morte. Et comme ce n'est pas Moffat qui a écrit l'épisode, on est sûr qu'elle ne reviendra pas à la vie. Donc on chiale vraiment. En vrai... Donc là, on est triste, là, quand même. Franchement, en vrai, au début, moi, j'avais un peu oublié que c'était pas Moffat qui avait écrit l'épisode. Moi, je trouve que c'est vraiment violent comme décision parce qu'elle a interagi avec le docteur autant que tous les autres qui étaient avec eux pendant la course-poursuite, là. Moi, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle meure comme ça sur cette fin d'épisode. Moi non plus, hein. Et donc, du coup, on retombe sur la vidéo YouTube de Ryan, qui nous raconte en fait que la femme extraordinaire, c'est sa grand-mère qui est décédée. Et puis, il nous apprend aussi que sa maman est morte 6 ans plus tôt. Donc, seul, il repart sur la colline à apprendre à faire du vélo, mais il tombe à répétition. Et le docteur, de loin, observe la scène. Le jour de l'enterrement de Grace arrive, le père de Ryan ne s'est pas pointé, et pourtant c'était son fils, et Graham fait un discours émouvant, on chiale encore parce qu'elle est vraiment morte et il y a un cercueil. Scène suivante, le petit groupe se retrouve devant la maison de Graham. Il avoue qu'il est en rémission d'un cancer. Yazel demande au docteur ça aide la famille, et si les aliens c'est son quotidien. Et puis le docteur dit que sans Tardis, elle peut rien faire, donc elle décide de partir à sa recherche. Après un relooking express digne des reines du shopping, le docteur retourne à l'entrepôt où était située la figue géante et se sert de l'énergie Stenza pour se téléporter à l'endroit où se trouve son Tardis. Ryan, Graham et Yaz sont là pour l'aider, mais au moment de la téléportation, au lieu qu'il n'y ait que le docteur qui parte, ce sont les 4 qui se sont retrouvés téléportés. Et ils atterrissent dans l'espace errant au milieu des étoiles. Ouh. Donc là, quand tu dis l'espace, c'est vraiment, ils sont dans le vide. Dans l'espace. C'est vraiment fin d'épisode. Oui, ils sont dans l'espace. Je veux dire, il n'y a pas de planète, il n'y a rien, ils sont en train de flotter dans l'espace. Et là, on te dit, à dans une semaine. Exactement. Super. Eh ben merci Format pour ce résumé. Avec plaisir. Est-ce que vous avez des petites choses à rajouter ou on passe à la suite? C'était très bien résumé. Merci. Eh ben écoute, je propose qu'on passe à nos discussions. Right then, troops. No, not troops. Team. Gang. Fam? I'm distracting myself. On s'est arrêté sur celle-là de virgule? Je croyais qu'on l'avait éliminée. J'ai mis celle où il y avait le plus de réactions en dessous. Ok.
Oui, non, très bien. Pas de... On pourra mettre une autre la prochaine On fois. pourra varier. Hein. Ouais, Grand Paul, il nous en trouvera une autre, au pire. Bah, c'est toi qui l'aimes pas. J'aime pas femme. J'aime pas quand elle dit femme. Ça me paraît. Tu veux qu'on coupe juste avant qu'elle dise femme ? Bizarre. Mais non, c'est nul. C'est nul. Je ferais juste une tronche comme ça, comme je fais une tronche comme ça quand il y a Strax qui balance un journal à Clara. Allez, d'accord. Venez sur Twitch pour voir les tronches de Grand Paul. Moi, je voulais commencer. Alors, cette note est moins valable que quand je l'ai écrite. C'est que l'épisode il commence sur Terre, mais direct avec des enjeux galactiques. Et en fait, j'ai écrit cette note au moment où le docteur annonce « Oh, c'est la guerre entre le Stenza et le sac de nœuds ». Et on s'aperçoit à la fin qu'en fait, ils sont liés ensemble et il est juste là pour faire la chasse aux humains. Bah, c'est un peu un classique de... comment dire il y a plusieurs aliens, on ne sait pas s'ils sont ensemble, les uns contre les autres, si c'est une coïncidence. Voilà. Mais... Après... Ouais. J'allais dire, c'est cool de nous montrer de la diversité dès ce premier épisode, de ne pas retomber ni dans des Daleks, ni dans des Cybermen, ni dans des Nestines, enfin, sortir du lot du lore, comment dire, classique. Moi, je me souviens, la première fois que j'avais vu cet épisode, j'avais été trop content qu'il y ait un nouvel extraterrestre, enfin, une nouvelle espèce qui s'appelle Stenza. J'ai trouvé l'idée très originale à l'époque et je m'étais dit que, bah oui, comme vous, c'est pas un méchant qu'on connaît et en même temps, ça fait plaisir de voir qu'il y en a d'autres quoi, qui existent encore et qui peuvent se réinventer avec ça, donc c'est cool. Ouais, puis visuellement, en plus, il est là, enfin, il est moche. Comment dire, tu le retiens celui-là. Hein. Ouais, mais en fait, il est très classique dans sa manière d'être, dans sa conception, donc du coup, il est très cheap, mais il est vraiment cool. Je l'ai pas trouvé si cheap. Hein. Pour le coup, entre la façon dont c'est filmé et les effets spéciaux et tout, je le trouvais plutôt pas mal. Hein. Ouais, mais dans des maquillages bien moins... Ouais, voilà. Oui, bien évidemment, mais ça fait très classique. Dans le maquillage, justement, tu vois, il aurait juste pu avoir des points sur la tête et on lui aurait mis un truc en virtuel, tu vois. Mais non, là, c'était vraiment un vrai truc, quoi. Donc, Ok. Ce premier épisode, c'est un classique premier épisode. Ça se passe sur Terre et des aliens viennent s'amuser dans le coin. On démarre notre triptyque de début de saison. Exactement. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Et je crois que je vais le dire souvent et je l'ai déjà dit, mais Graham, je l'adore pendant toute la série. Et pourquoi est-ce que j'adore ? C'est parce que, alors, au-delà d'être un peu grincheux, c'est aussi parce que, en tout cas sur le démarrage, c'est lui qui a les réactions, j'ai envie de dire, humaines les plus logiques. Oui, non mais on est tous en danger, pourquoi vous courez vers l'alien ? Là, vous êtes vraiment complètement teubés, arrêtez les gars. C'est vrai. C'est vraiment, parce que les autres, ils ont aucun sens de la survie. Vraiment, ils foncent alors qu'en face, il y a un alien, il y a des morts, rien à faire. En fait, là... Vas-y. Je disais, ça me rappelle la scène où à un moment donné, Grace, elle dit à Graham oh là là, je suis tellement excitée par ça que je vais aller tuer le truc là-bas, j'ai pas le droit de me réjouir normalement. Et il lui dit bah non, t'es pas censé te réjouir d'un truc comme ça, quoi. Et donc j'ai trouvé ça trop mignon cette scène, et ça m'a fait beaucoup rire aussi. Je trouve que là, dans les compagnons et potentiels compagnons, on va de... j'ai oublié son nom, le grutier. Le grutier. Karl ? Ouais, Karl qui, dès le départ, quand le groupe se forme, dit non, mais moi, je vais rentrer chez moi, en fait. Et il se casse. Et ça va, du coup, jusqu'à Grace, qui est presque pire que Clara en termes de prise de risque. Et ça finit mal. Ouais. Et donc, reste le groupe, on va dire, du milieu, qui va de Graham, qui est là quand même, mais en se disant, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Enfin, il garde un peu les distances tout en étant là. Et je dirais que c'est après, ça devrait être Graham, Ryan et puis... Yaz. Et, oui, Yaz, putain, je retrouvais pas son nom en termes de prise de risque et à fond et tout ça. Du coup, il y a un petit panel... Et pour des gens qui connaissent pas la série, je trouve que c'est pas mal. Tu vois, de dire... bon... Différentes sortes de réactions à cette intrusion du côté alien dans sa vie. Pensez pas que vous allez regarder un programme si familial et feel good que ça. Non, la gentille grand-mère, elle meurt. Ça commence un peu, dur hein, pour une série familiale. Avec des gros guillemets. Mais au moins, elle annonce la couleur d'entrée de jeu, tu vois. Elle fait pas semblant que ça va être mignon.
Moi, si je peux rebondir sur justement l'introduction donc de ces nouveaux antagonistes, les Stenza et la vibe un peu de l'ambiance de l'épisode. Moi, je l'ai beaucoup aimé. En effet, j'ai trouvé que il y avait une volonté de replacer la série vraiment dans un trope science-fiction. C'est-à-dire que moi, pour le coup, j'y ai vu vraiment C'est vrai qu'il y a le parallèle avec Matrix, par exemple, que j'avais pas, mais oui, totalement, avec les machines, là, le sac de nœuds. Et il y a aussi, moi, j'avais relevé un peu le côté Alien versus Predator, avec justement la Terre comme terrain de jeu. Et puis, et il y a vraiment... Ils arrivent vraiment à faire cette vibe-là entre justement le Stenza qui fait un peu Predator et le truc dans l'œuf qui est carrément... Enfin, l'œuf, pardon, la figue. Qui est vraiment pour le coup pour moi limite une référence à Alien. Il y a comme tu disais format toute la colorimétrie et tout qui va avec qui replace vraiment, je trouve, enfin voilà, qui met une intention très claire de la part de Tim Newell qui est ici c'est de la science-fiction quoi. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et par contre, je suis pas d'accord avec vous sur le côté Stenza, ça fait nom de médicament. Au contraire, donc moi, j'ai été très contente qu'on nous introduise ces nouveaux antagonistes. Et en plus, quand on l'a présenté, j'ai trouvé que le nom est claqué un peu. Ça faisait un peu comme quand le docteur parle, enfin, comme quand on évoque pour la première fois le Silence. Dans je sais plus quelle saison c'est, 5, saison 6, 7, je sais plus exactement. Saison 5, voilà. Début de saison 5. Ouais. Et ça claque en fait. Et il y a une ambiance, il y a quelque chose qui se dégage de ça tout à coup et qui fait que tu. Enfin voilà, ça te. Comment on dit ça enfin ça, attendez. Ça te met dans le mood. Ouais. Ça t'appelle quoi, voilà. Limite, le Stenza, ça va, c'est juste son nom à lui, Tim Shaw, t'as l'impression que c'est un anglais, t'as un petit gamin, petit gamin anglais. Salut, c'est Tim Shaw. Bien sûr, surtout qu'en plus les acteurs en jouent énormément à ne pas arriver à le prononcer, donc ouais, bien sûr. Après, Mary, le côté médicament, c'est un running gag qu'on a ici sur certains trucs. J'imagine. C'est pour ça. Non, j'imagine, mais pour le coup, je le trouve très science-fiction. Je trouve que le nom très bien trouvé, voilà. Mais moi, c'est pas indifférent. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le côté très science-fiction qui revient. Et il y a une scène que j'ai adorée, c'est quand le docteur elle a expliqué ce que c'était les petites bombes qu'ils avaient sous la clavicule là. Et vraiment, elle a donné tous des détails, des trucs que je ne comprends pas. Et c'est ça que je kiffe, quoi. C'est qu'elle sait, elle m'explique un truc que je comprends pas. Et je comprends à peu près ce qu'elle veut dire. Et à la fin, tu dis bon, d'accord. Ouais, c'est ça. Bon, elle le sait, elle dit ça, je la crois. Elle dit un truc très scientifique que je comprends pas, mais je la crois. Oui, disons que là, elle te donne un truc très scientifique ou pseudo-scientifique, mais qui fait pas formule magique, comme des fois ça peut donner l'impression. Exactement. C'est très réaliste, en fait, dans comment elle raconte. Ouais. Exactement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'était super cool parce que y a des fois où, voilà, selon les thématiques, Doctor Who, c'est vraiment de la soft SF, quoi. Voilà. Et là, pour le coup, c'était vraiment dans de la bonne SF que j'aime bien. Ouais, moi, je suis quelqu'un de biberonné à la science-fiction, donc forcément, ça me touche. Voilà. Et puis, on reste dans du Doctor Who, même visuellement, c'est-à-dire que on parlait de la figue. La figue, elle est en carton-pâte et j'ai envie de dire, enfin, c'est une belle figue. Clairement, on a envie de faire des confitures avec, mais voilà, on sent que je vais rester sur la métaphore du carton-pâte, mais à côté de ça, il y a le moment où il y a Ryan qui appuie sur cette espèce de bouton lumineux et qui donne l'autorisation au Stenza de venir sur Terre. Oui. Ce bouton, je suis désolé, il est trop classe. Ouais, c'est très classe. Cet effet visuel, il n'est pas compliqué, il n'est pas grandiloquent, etc. Mais c'est un truc qu'on va beaucoup avoir dans cette ère, c'est parfois, il y a des petits effets visuels comme ça qui puent la classe. Voilà. Donc je pense que là aussi, c'est le côté renouveau SF, mais en gardant un peu les racines qui fonctionne, quoi. Sinon, j'avais noté que le côté docteur amnésique, ça me saoulait dans les premiers épisodes post-régénération. Tu vois, on avait eu ça avec Capaldi, on avait eu ça avec Tennant. Alors, c'est pas trop qu'il était amnésique, c'est plus le côté je m'endors. Et puis, je suis un peu
je suis là, mais je suis pas là, quoi. Matt Smith, il était plutôt en mode je sais pas ce que je fais, mais je fais des trucs. Bon, voilà, c'est le je sais plus comment je m'appelle. Allez, avançons. C'est rarement le moment où je dis où il dit où je suis le docteur, ou même elle, le moment où elle dit je suis le docteur. C'est pas ça qui nous fait switcher en mode oui, c'est vraiment le docteur dans notre tête. Ça va plutôt être le moment où il ou elle va donner un ordre ou une résolution de situation. C'est ça qui va commencer à faire vibrer nos cœurs, quoi. C'est ce que Pomme dit souvent, c'est pas les gros monologues qui nous hérissent les poils. C'est plus les actions. Les actions valent mieux que des mots. Elle a un problème d'identité. Est-ce que ça va pas devenir un fil rouge pendant la saison, quoi? Ça serait bizarre. Très étrange. Mais en fait, je pense que nous, on le voit parce qu'on connaît la série, mais pour quelqu'un qui connaît pas la série, ça doit claquer en vrai. Hein. La meuf, elle arrive et elle dit ouais, je suis le docteur. Et là, tu fais en fait, c'est elle qu'elle cherche depuis le début. Parce qu'elle dit quand même à un moment donné, je sais pas, j'espère que personne l'a mis dans les points en plus, mais non, c'est bon. Elle dit je cherche un docteur. Est-ce que vous êtes docteur? Non, dommage, j'en cherche un. Enfin, je trouve que il y a des répliques. Alors, c'est pas dans les points en plus, mais c'est une de nos virgules. Ah merde, d'accord. Ben voilà. La première. Ah ben oui, voilà, c'est la première. Non, c'est le générique, c'est même le générique. Ah ben voilà. Enfin bref, je trouve il y a de dialogues très très drôles en fait. C'est très frais dans l'écriture. Ça fait du bien en fait. Ça fait du bien. Oui, puis c'est pas. On était un peu habitués sur les précédents à des docteurs un peu, je vais pas dire misanthropes, mais quand on avait un peu rien à faire de premier abord des humains et de tout ce qui se passait autour de lui, quoi. Oui. Et puis le côté amnésique et docteur couché, en fait, c'est récurrent, mais même dans les classiques, quoi. Parce que le 7e docteur, à un moment donné, il a allongé, il se relève, il reconnaît pas sa compagne, la Rani qui est déguisée en sa compagne, et il lui dit mais qui êtes-vous, qui je suis? Le 6e docteur, il étrangle sa compagne, le 5e docteur, il dort la moitié de son épisode, le 4e docteur, il sait pas ce qu'il fait, un peu comme Matt Smith, voilà, le 3e docteur, c'est pareil, il dort la moitié du temps, enfin voilà, c'est un épisode de début de docteur classique en fait, de ce côté-là. Et c'est là où ça m'a fait penser au téléfilm. Parce pareil, que le 8e docteur, il passe 80% du téléfilm à pas savoir qui il est, à courir dans tous les sens, en mode je crois que je dois sauver le monde, mais je sais plus pourquoi. Ah oui, bah merci mec, c'est le principe de la série. Pardon. Pomme, t'avais un truc à rajouter. Ouais, quand ils sont dans la grue. Il faut faire tourner cette grue, ils savent pas comment, et ça me fait beaucoup rire qu'ils trouvent un tuto sur internet. Mais oui. Pour savoir comment faire tourner la grue, plutôt que ça sorte de nulle part, qu'ils sachent comment faire, vraiment de le voir les deux à regarder le tuto sur leur téléphone. Bon, franchement, c'était marrant, et en même temps, ça a pas coupé l'action, je trouve. Ouais, puis ça ancre vraiment le truc dans la réalité, plutôt qu'encore une fois une réponse magique. Non, mais t'inquiète, je vais appuyer sur 2 boutons, je sais comment ça marche une grue. Il y a beaucoup de boutons. J'allais dire la même chose. C'est vrai que ça ancre l'épisode dans une dimension crédible. Comme tu disais, format, l'explication qu'elle donne par rapport aux petites puces sous-cutanées et tout. C'est vrai que c'était un moment intéressant. Enfin, c'était un moment marrant parce que ça paraît être la chose la plus logique à faire si tu sais pas. Internet fourmille de tutos en plus en tout genre de personnes qui partagent gratuitement leur savoir sur beaucoup de trucs, donc ouais, c'est vrai que c'était un bon moment. Enfin, c'était une bonne manière d'amener la chose en tout cas. J'ai une remarque d'ordre esthétique. Encore une. Ah oui. Pardon. Je pensais que j'avais fini mes remarques. Non, qui dit nouveau docteur dit nouvelle tenue. Et autant Jodie Whittaker dans la tenue de Capaldi, c'était rigolo. C'était comment ils disent dans la saison 5, le docteur défroqué, débraillé, le docteur débraillé. Débraillé. Il y avait un peu ce côté-là avec le costard totalement troué dans tous les sens. Mais ouais, pour le coup, il est vraiment dégommé là en plus, le costard. Mais sa nouvelle tenue, je la trouve vraiment super cool.
Je la trouve en même temps très ancrée dans ses incarnations précédentes avec le grand manteau, etc. Les bretelles, un choix osé vestimentaire. Et en même temps, lumineux, la boucle d'oreille super classe, mais discrète. Enfin, c'est vraiment super. Et je profite qu'on soit à ce premier épisode, c'est qu'en ce moment, du côté de la BBC, c'est la période de Children in Need, donc le genre de téléthon anglais. Et ils ont mis aux enchères des accessoires de Doctor Who. Et j'ai vu passer un reel tout à l'heure qui montrait que la mise aux enchères du jour par Doctor Who, c'est et le costume que Capaldi n'a pas choisi. Donc c'est une sorte de grande veste un peu rouge, etc. Mais aussi l'un des t-shirts que Jodie n'a pas choisi, qui est un t-shirt rose avec au niveau de la poitrine des dessins en gallifréen vert ou jaune, un peu là aussi très pop, très lumineux. Et tu vois, quand tu vois que ça aurait été une possibilité, de voir le résultat final, tu te dis que c'est quand même très très cool. Je vais te retrouver l'image. Que Capaldi et Jodie Whittaker n'ont pas choisi ou que leurs docteurs n'ont pas choisi? Que Capaldi et Whittaker n'ont pas choisi. Donc les acteurs n'ont pas choisi, ont participé du coup au choix de leur costume. Whittaker, on la voit pas. Enfin, le docteur, on le voit pas choisir. Elle rejette des trucs, mais on voit aucun détail de ce qu'elle a rejeté dans ses tenues. Et ça aurait été couillu d'avoir un t-shirt en gallifréen chez Promode, quoi. Ouais, c'est ça. Je parle sous contrôle de format, mais de mémoire, les acteurs et les actrices qui jouent le docteur sont très très force de proposition dans la création de leurs uniformes. À partir de 2005. Avant, c'est un peu compliqué. Bon, voilà. Genre le 6e docteur, tout en guilleret, tout en coloré, en fait, il voulait pas porter ce costume à la base. Et Jonathan Turner a dit à l'époque, si, c'est ce que tu vas porter, alors que le mec il était en deuil. Donc c'était un peu compliqué pour lui, quoi. Il venait de perdre un de ses enfants, donc c'était un peu dur, quoi. Mais voilà. Et c'est pour ça qu'il a eu beaucoup aussi, que c'était compliqué avec la série, mais ouais. Mais à la base, Colin Baker, il voulait une tenue beaucoup plus classique, un peu qui se rapprochait, il me semble, si je dis pas de bêtises, du 3e docteur. Et ils ont dit non, ton docteur ressemblera pas au 3e docteur, donc tu porteras pas ça, quoi. Tu vas être le clown de service. Voilà, quoi. Bon, après, je suppose qu'ils sont force de proposition, mais qu'il doit y avoir quand même un cadrage à peu près, quoi. Oui, c'est possible, mais je pense que à partir de 2005, ils avaient force de proposition, histoire d'être à l'aise aussi dans ce qu'ils portent et ce qu'ils ont envie de revendiquer, je pense, comme truc, quoi, dans l'idée. Comme Capaldi qui a sa veste avec l'intérieur velours rouge qui est juste un clin d'œil pour le 3e docteur, oui, qu'il aimait beaucoup, donc voilà, quoi. C'est vrai que, si je peux me permettre de reprendre le bâton de parole, il y a beaucoup à dire, je trouve, sur cette tenue, parce que je l'ai beaucoup regardée, parce qu'en fait, je la trouve très chaotique. Quand tu la regardes en fait au coup d'œil, elle est chaotique, et en fait quand tu la regardes dans le détail, elle est extrêmement cohérente. Après, c'est ce que tu disais, Zu, elle reprend vraiment tous les traceurs de ce qui fait le costume du docteur, donc le côté bariolé, le manteau, l'accessoire. Donc là, l'accessoire, c'est une paire de bretelles en l'occurrence. Et ce qui est hyper intéressant, et c'est là où tu vois le fait que ce soit bien, sinon nécessaire, d'avoir un costume designer sur ce genre de tournage. Pour en tout cas designer ce genre de personnage, c'est que c'est aussi, tout le choix des couleurs et tout de ce docteur est hyper cohérent avec l'actrice qui l'incarne. Donc pour les personnes qui sont peut-être non-voyantes et qui suivent le show et qui ne savent peut-être pas à quoi ressemble Jodie Whittaker, c'est une femme qui a la peau blanche et qui est blonde et qui a des yeux clairs. Voilà, et en fait, tout le costume, toutes les couleurs du costume, en fait, ne sont que des couleurs qui la flattent énormément et qui la mettent beaucoup en valeur. Elle a un t-shirt bleu très foncé et qui a une ligne horizontale bariolée et qui est délimitée par les 2 bretelles qui sont de cette même couleur de dominance jaune. Et donc, en fait, elle a que des pointes de jaune et de bleu qui sont magnifiques.
Et le manteau, on dirait de loin un manteau quechua un peu. Moi, il me dérangeait au début. C'est pour ça que je disais que la tenue était un peu chaotique. Quand tu la regardes, tu te dis, c'est habillé chez Decathlon ou quoi? Et en fait, quand tu regardes d'un peu plus près, le manteau, il est hyper beau parce que, en fait, je dis ça parce que il a une tête un peu de manteau réversible. Pareil, je le dis pour les personnes qui pourraient ne pas avoir une connaissance de visuellement à quoi ressemble cette incarnation du docteur, enfin ce vêtement en tout cas entre guillemets officiel. Et donc elle a un manteau qui est beige, un peu froid à l'extérieur et qui a le même bleu foncé du t-shirt à l'intérieur. Voilà, et il a l'air un peu réversible comme ça. Et il y a aussi un rappel de jaune, voilà, qui lui donne un peu cet aspect un peu presque sportswear. C'est un peu étrange, mais le tout visuellement et d'une cohérence monumentale, folle, ouais, incroyable. Je crois même qu'à date, c'est peut-être mon vêtement préféré du docteur parce que c'est vraiment avoir modernisé le personnage d'une manière extrêmement intelligente. Voilà. Ça participe à son iconisation de manière vraiment immédiate. On va la reconnaître tout de suite. Là, il y a vraiment... Ouais. Autant même Capaldi, Matt Smith, ils avaient des costumes pour eux, mais ça restait des choses assez classiques, quoi. C'était un pantalon normal, des bretelles, des vieilles chaussures un peu déglinguées. C'était pas à ce point-là accentué. Pour le coup, par rapport à ce que disait Format tout à l'heure, ça ressemble plus à ce qu'ils faisaient dans les classiques, où il y avait vraiment des choses qui te choquaient dans le bon sens, mais qui te sautaient à l'œil et qui te restaient en tête très fortement visuellement. C'est vrai qu'il Matt Smith, il aurait gardé son fez pendant tous ces trucs, on aurait pu dire un peu plus la même chose. Il a un côté très autoréférence, ce costume. Clairement. Donc, excellent costume, excellent choix. Par contre, par rapport au choix du costume, on va me dire, oui, mais non, mais pas mal tout le temps. Je remarque que quand le docteur devient une femme, elle va faire du shopping. Voilà, c'est tout. On peut passer à la suite. Ouais, mais elle n'utilise pas la garde-robe du TARDIS. Écoute, c'est ce que elle n'a pas de dire. TARDIS. Bah, elle a pas son TARDIS, donc elle peut pas utiliser la garde-robe de son TARDIS. Ouais, mais Matt Smith, le docteur de Matt Smith, ne va pas dans le TARDIS. Il récupère ce qu'il trouve à l'hôpital, par exemple. Ouais, mais là, je pense que... Oui, après, moi, ça m'a pas Il y dérangé. avait 8000 possibilités. C'est une femme, elle va faire du shopping. Alors, voilà, c'est tout ce que je dis. Est-ce qu'on accepte la possibilité de taper dans la garde-robe de Grace? Bah, c'est ce que j'allais dire, en fait. C'était... Et pourquoi pas? Oui, pourquoi Bah, pas. Oui. Bon, ils se ça aurait connaissent été pas morbide, encore je assez. trouve, perso. Non, je trouve que ça se prête bien parce qu'elle dit quand Mais même, oui. ça fait longtemps que j'ai pas fait de shopping. Je pense que ça, au-delà que ça soit ça soit représenté par une femme, je pense que ça fait plaisir au docteur de faire un truc normal. Ce Avec sera dans des les humains. infos en plus. De quoi? Cette histoire de faire du shopping. Ce sera dans les infos en plus. Oui, j'avais un truc à en dire, mais du coup, je le dirai à ce moment-là. T'avais encore un Pour truc. revenir à cette histoire de l'histoire, outre la tenue, il y a Yaz et Ryan qui sont auprès de la figue. Puis ils reçoivent un coup de téléphone de Grace qui dit « Oh Ryan, oh là là, mais il se passe des choses trop bizarres dans notre train. » Et 20 minutes après, ils sont dans le train. Donc ils ont trouvé le train qui était en marche, qui s'arrêtait au milieu de nulle part. Ils l'ont trouvé tout de suite. Et ils y sont arrivés en un rien de temps. Ouais, mais on leur donne peu- l'info entre quels arrêts il est situé quand même. Ils ont eu cette information-là. Hein. Ils n'ont pas non plus parti au pif à se taper toute d'accord. la ligne de train. Bon, je sais pas. J'avoue que sur le coup, je me suis dit, il me manque soit une petite explication, soit un petit. Bon, j'avais zappé qu'il allait lui donner les arrêts. Bon. Oui, et puis elle a une voiture de Coup de police. bol, donc elle a c'était mis juste la à côté, sirène. quoi. Elle a mis la sirène. Oui, après, tu mets la sirène si tu sais pas où tu vas exactement sur une ligne de train. Bon. En pleine nuit, au milieu de la pampa, en plus. Bon, ta sirène, elle sert pas à grand-chose. Non, je mais pense. quand tu vas dans la rue, enfin, ils ont dû passer par la route à un moment donné. Je pense. Ah bah, on sait Bah, pas. ils ont pas C'était fait peut-être du juste terrain. derrière. Ils y sont allés à pied. C'est possible. C'est possible. Why not? C'est Doctor Who après tout. Mary, t'avais des choses à nous rajouter encore. Oui, tout à fait. J'ai fait. Je me rends compte que j'ai beaucoup plus développé mes notes par rapport t'as fait à une ce qui était écrit. dissertation. Je crois que j'ai C'est pas très compris bien. le concept de C'est pas grave. notes. Non, mais- Oh, t'inquiète.
Non, en fait, j'avais plus mis des arguments par rapport au fait que justement, pour moi, cet épisode, enfin, de la manière dont je l'ai réceptionné, en tout cas en tant que spectatrice, donc qui le découvrait pour la première fois, c'était vraiment un épisode qui était au minimum provocateur et sinon, qui, comme je le note, fait un peu office de lettre d'intention de Chibnall. Alors, qu'est-ce que c'est une lettre d'intention ? C'est de manière assez auto-explicative, comme son nom l'indique. C'est un document dans lequel on va présenter des intentions. Donc, généralement, c'est lors d'une transaction, c'est lors de la conclusion d'un contrat quelconque, ou d'une production, voilà. Et donc, clairement, sa lettre d'intention, c'est vous voyez l'arc précédent, peu importe ce que ça regroupe pour lui, l'arc précédent. On arrête là et on part sur quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment un épisode qui pour moi, fait la part belle à la rupture sur beaucoup de choses. Alors, j'avais noté la construction de l'épisode, le fait qu'il n'y ait pas de générique, le fait que l'action prenne place à Sheffield, comme on disait, et non dans des lieux un peu plus iconiques, entre guillemets, comme Cardiff ou Londres. Le fait qu'il y ait des nouveaux antagonistes, donc les Stenza. La scène de fin aussi, parce que oui, comme tu disais, format, on est un peu lâché comme ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Et vraiment, l'épisode s'est terminé comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est provocateur, quoi, vraiment. C'est putaclic. Hein. C'est extrêmement provocateur. Il y a, pareil, cette réal avec les plans, et alors les plans épaules, caméra épaules. Il y en a énormément. Alors, peut-être ça ne vous a pas gêné autant que moi, mais en tout cas, il y a vraiment cette réalisation qui se veut être un peu dans l'action, dans le feu, avec cette caméra qui est toujours un petit peu tremblotante, un petit peu comme un petit plat de jelly finalement. Je ne sais pas si j'agrée à cette réal encore. On n'est pas encore au niveau des films Jason Bourne où là, tu vomis au bout de 5 minutes. C'est pas de la shaky cam, mais on est quand même pas loin. Un peu plus que dans les épisodes précédents. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça casse vraiment avec les précédentes réals. Ouais, mais à côté de ça, il sait faire aussi des très beaux plans posés avec juste, tu vois, juste une image, un beau décor. Et on en retrouve dans celui-là et on en retrouve aussi pas mal dans le prochain épisode. Surtout, tu as raison, surtout dans le prochain épisode, en effet. Et il y a, comme on disait, le fait qu'il a replacé vraiment la série dans un trope science-fiction à donf. Et le fait que tout l'épisode, finalement, il se concentre... alors, il met en place des enjeux galactiques, comme tu le disais, grand poil, mais en même temps, il va se concentrer sur des enjeux très humano-centrés entre la dyspraxie de Ryan, la mort de la grand-mère, j'ai mis le tacle au père absent, évidemment, la rémission de cancer de Graham, et le fait qu'on nous présente non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4, mais bel et bien 5 personnages secondaires. En vérité, c'est un petit marathon d'arriver à introduire 5 personnages. Et là, ça se fait vraiment très facilement. À l'écran, en tout cas, les personnages sont très vite très identifiés, les enjeux qui les accompagnent sont très vite identifiables aussi, donc c'est parfait. Donc pour moi, il y a toute cette rupture qui se met en place de voilà, moi en fait j'ai envie de proposer ceci. Et en même temps, il y a un espèce de côté un peu rassurant dont on nous tend quand même le bonbon. On nous tend quand même la sucette en nous disant mais t'inquiète pas, je connais mes classiques, ne t'inquiète pas, moi aussi j'ai regardé Doctor Who, donc j'avais noté justement j'allais dire le déguisement du docteur, mais non, son costume, voilà. Ça, la tenue du docteur, elle fait très, regarde, je connais mes classiques. J'avais noté le fait qu'elle refait son tournevis sonique, ça on n'en a pas encore parlé, mais j'imagine qu'on va y venir après. Et le fait qu'il y a cette présentation que j'ai beaucoup aimée de Yas, qui est complètement en mode miroir avec Amy, avec celle d'Amy dans la saison 5. Je vous avais mis des photos un peu plus en bas au cas où vous n'aviez pas le souvenir, mais voilà, ce sont des... Donc il y a vraiment pas mal pour moi de clins d'œil assez directs. Même tout à l'heure, on se demandait est-ce que Grace fait... Enfin voilà, elle est pire que Clara, tu disais, Pomme. Pour moi, c'est un clin d'œil tout à fait direct au personnage de Clara. C'est vraiment, elles sont dans le même truc mais j'ai besoin de vivre... Ouais. Chibnall a buté Clara d'une certaine manière. On en parle plus j'allais dire. Mais en fait, disons que, en tout cas, elles ont le même
la même impulsion vient produire le même effet, en tout cas. Il y a cette volonté de dire, oui, en effet, si t'y vas en mode tête brûlée, en fait, tu te crames les ailes et c'est comme ça. Et comme vous le disiez, en plus, c'est pas Moffat, donc il n'y a pas de retour en arrière. En fait, voilà, pour moi, c'était un épisode qui était vraiment très, très provocateur et qui a l'air de dire... voilà ce que je vais montrer. J'espère que ça va être... Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'intention de me lancer dans quelque chose d'un peu différent. J'ai agréé. J'ai vraiment beaucoup aimé voir cet épisode, même si j'ai été surprise par tous ces points. Voilà. Et j'ai aimé aussi les points qui nous rattachent un peu à ce qu'on connaît bien. Voilà. Moi, je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport aux compagnons humains. Et en fait, moi, c'est ce que j'adore en fait, dans Doctor Who, c'est que les compagnons sont juste humains. Ils n'ont pas quelque chose en plus. Ils n'ont pas un truc qui fait que oh là là, c'est la fille qui attendait, oh là là, c'est la fille qui a sauvé le docteur, oh là là, c'est la fille la plus importante de l'univers, oh là là, c'est Bad Wolf. Oh là... Et en fait, là, je trouve que on nous présente des personnages où on peut large s'identifier en tant que spectateur. Et je trouve que le côté aussi, tu sais, la cam qui bouge, c'est aussi, on est un peu le 6e compagnon de cette histoire, en fait, la 6e personne qui va assister à tout ça à leur échelle, en fait. Et je trouve ça incroyable. Moi, j'ai été pris là-dedans grâce grâce à ça, quoi. Ouais. Grace. Mais non, mais Vraiment... Pardon, Vas-y. vas-y, je t'en prie, grande. Non, vas-y, je t'en prie. Je disais vraiment, comme pour ajouter sur ce que vous faites, c'est une caractérisation de chacun de ces personnages en 2-3 phrases, 2-3 scènes rapides, et t'as l'impression de les connaître suffisamment pour t'attacher à ce qui va les suivre. Yaz, très vite, on la voit tout de suite dans sa première scène, elle est stagiaire de la police, et elle veut faire ses preuves, elle veut aller faire autre chose que, je sais plus si c'était des tickets de parking ou des conneries comme ça qu'elle faisait là, et non, je me sens capable de faire mieux, je veux faire mes preuves, donnez-moi autre chose. Bon, du coup, il l'envoie dans la forêt récupérer ce qui, normalement, se serait avéré être probablement un canular. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça qu'elle est embarquée. Donc tous, ils ont ce petit, au moins un instant comme ça pour qu'on s'y attache juste ce qu'il faut pour que dans la suite de l'épisode, on en ressente des enjeux. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a une volonté de rattacher le spectateur à la locomotive. Alors, pour le coup, c'est vraiment en plus de très longue date dans Doctor Who, puisque de toute la New Who, c'est quelque chose qui a cours. Et c'est en ce sens que du coup, ça me fait marrer qu'on fasse un parallèle avec Moffat, parce que en ce sens, la volonté de Chibnall et de Moffat de mettre des compagnons humanisés, de choisir des compagnons humanisés, elle est assez c'est plutôt la même en fait, ils sont plutôt dans la même, ils vont plutôt dans la même direction à ce niveau-là. Je me souviens que Moffat, il a fait après une série qui est littéralement Doctor Who mais du point de vue d'un compagnon, qui ne s'appelle pas Doctor Who, qui est pas qui n'a rien à voir, mais le pitch un peu c'est ça, et je me suis dit donc oui, c'est voilà. Les deux en tout cas semblent avoir le même attachement à la personne qui les accompagne, et voilà. Pomme. Oui, le tournevis Sonic, il est moche, on est d'accord? Allez, on peut passer à la suite. Alors, j'ai bien des qualificatifs qui me viennent en tête et que je ne pourrais pas, étant donné que nous sommes bien évidemment, émission grand public, dire à haute voix, mais il est vrai que j'ai trouvé le design en plus, tu peux y aller, et vraiment c'est le design est en gros plan en plus, c'est ça qui est super, c'est que tu te reçois le design en plein visage, et j'ai trouvé ça Moi, je pense qu'elle s'en sert pas que de tournevis Sonic. Mais après, ça ne regarde que moi. Non, mais en vrai, mais voilà. ça fait partie des trucs que Doctor Who change tout le temps. Je l'accepte. Mais le truc que j'arrive pas à accepter, c'est le tournevis Sonic. Le seul qui me plaît, c'est celui de Eccleston Tennant. Tous les autres, je les trouve moches. Et plus on avance, plus ils sont moches, à mon sens. On dirait vous savez, les stylos ergonomiques, quoi. Enfin, du coup, pour voilà. Oui, voilà. On dirait un stylo ergonomique. Un stylo ergonomique voilà. qui vibre. Oh, pardon. Qui Voilà, c'est ça. En fait, il a la forme d'une cuillère, en fait, parce qu'elle se sert de plein de cuillères pour le faire. Et en fait, c'est juste que nous, on le voit à l'envers, mais en fait, quand on le retourne, il a la forme d'une cuillère, en fait. C'est pour ça. C'est pour manger sa soupe parce qu'elle est un peu vieille. Exact. Une grosse cuillère, exactement. Et une grosse cuillère. Je pense qu'on reste sur la grosse cuillère. Et il faut notifier que c'est la première fois que le docteur fabrique son tournevis Sonic, en tout cas à l'écran.
enfin dans la série en règle générale, et que dans la série, le premier Seigneur du Temps qui fabrique, en tout cas qui dit qu'il fabrique un tournevis sonique, c'est Romana. Romana qui est compagne du 4e Docteur. Voilà, c'était le clin d'œil. Très bien. Et rien à voir, mais Grace, franchement, pourquoi t'es morte? Parce que je l'ai trop aimée en tant que compagne, bordel, mieux que Clara, je pense. C'est ça, cette idée de provocation, c'est vraiment d'introduire un personnage qui, en plus, tu comprends, et va être lié de très près. En fait, ils sont tous liés les uns aux autres, plus ou moins, et de choisir de lui donner la mort comme ça. Et puis, en plus, bien évidemment, tu peux pas t'empêcher de te dire, bah, forcément, il va y avoir peut-être... peut-être pas vous, parce que vous regardez pas pour la première fois, mais moi je me dis, il va y avoir un délire à la Doomsday, forcément, si on monte ça en premier épisode, à un moment donné, Ryan, Graham vont se dire, attends, si tu peux revenir dans le passé, il y a peut-être, voilà. Donc en fait, on va revenir, et je me dis, oh non, ça va être éprouvant pour mon petit cœur. Voilà, si vraiment c'est quelque chose qui a lieu dans la suite de la saison, ça va être difficile pour moi, parce que oui, et en plus, le personnage de Grace est extrêmement attachant. La relation qu'elle a avec Ryan est touchante de fou. C'est un personnage très bien écrit, et avec Ryan et avec Graham aussi, bien sûr. Oui. Voilà, et très, très merlouve et tout. Non, c'est déchirant. Et pour moi, ça rejoint vraiment le côté provocateur, quoi. On va enfoncer des couteaux, on va ouvrir des plaies, épisode 1, hop là, voilà, on fait sauter tous les points, non, c'est terrible. Pomme, tu voulais rajouter un truc? Ou pas? C'est toujours par rapport à Grace. En fait, autant c'est terrible ce qui se passe, autant vu comment le personnage se comporte à ce moment-là, c'était impossible que ça finisse autrement. Oui. À partir du moment où elle se lance comme ça sur la grue avec son bâton électrique pour essayer de tuer le sac de nœuds, c'était impossible que ça finisse autrement. Et en même temps, je trouve que à ce point, ça va pas forcément avec ce qu'on avait vu du personnage jusque-là. Bon voilà, j'étais un peu... mais pourquoi? À part, comme tu dis, Mary, pour dire voilà comment ça va se passer à partir de maintenant. Genre, c'est le nouvel instit qui arrive et qui déchire tous les dessins un à un devant les enfants pour dire que c'est fini de faire n'importe quoi et que maintenant on va apprendre les maths. C'est exactement ça. Excellente comparaison. Moi, je vais parler de Jodie, mais j'en ai déjà trop dit, mais bordel, qu'est-ce que j'ai été heureux de la revoir à l'écran. Je sais pas, j'avais une vibe de... j'ai vu les 2 épisodes et j'avais tout de suite envie de relancer le 3e et le 4e et pas le 5e, parce qu'il y a des araignées. Et le 6e et le 7e. J'avais trop envie. Et on n'en a pas parlé, et je pense qu'on va faire juste un petit point rapide dessus, mais je trouve que la musique, elle fait le taf parfaitement. Dans cet épisode, elle n'est pas trop présente et en même temps elle n'est pas trop discrète non plus pardon. Je trouve qu'elle est là pour poser une ambiance et ça raconte quelque chose en plus que de ce qu'on nous montre à l'écran, et je trouve qu'Akinola il a fait du bon travail sur cet épisode. Ouais, je trouve que c'est bien qu'il n'ait pas essayé de singer un peu Murray Gold, à essayer de retrouver des musiques iconiques ou un thème iconique à ressortir. C'est très bien qu'il fasse les choses à sa manière. Ouais, bah là ça aurait été un peu compliqué, genre chaque compagnon a son thème, à un moment donné, c'est bon. Le thème de Graham, le thème de Yaz, le thème de Ryan. Par contre, le thème du des docteur mash-up à des moments. Des mash-up à des moments. Mais le thème du docteur est très très joli. J'aime beaucoup. Quand elle fait son tournevis sonique, là, je sais pas, moi ça m'a encore foutu des frissons et je me suis dit, oh, ça m'avait manqué ce genre de musique comme ça dans cette ambiance-là. Bon, me rigole, je t'aime. Je l'ai pas du tout. Ça paraît tellement facile à fabriquer un tournevis sonique, hein, avec des trucs que tu trouves dans un garage à bagnole. J'ai l'impression que ça se fabrique comme un sabre laser. Ouais, un petit peu. Tu mets un cristal, tu mets dans un truc et pim, ça fait un tournevis sonique. Manque la couleur. Du coup, c'est ce que Mary disait au début, on va parler de sabre laser. Finalement, tout est lié, on y revient. Le point Star Wars. Ça faisait longtemps. Voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai que si je peux me permettre d'étayer un peu ce que tu disais à propos de Jodie Whittaker, format. Donc, moi, c'est la première fois que je la voyais incarner
le docteur. Et il y a un très beau jeu. Alors, j'imagine que dans la VF, ça doit être, pour le coup, porté par la personne qui double, mais elle a un jeu qui est excellent. Et justement, en termes de clin d'œil de ne vous inquiétez pas, je connais quand même mes classiques, il y a tout un travail, en tout cas de la part de l'actrice, pour arriver à incarner, mais avec vraiment... j'allais dire, disclaimer, je ne dis pas ça parce que c'est une femme, je dis ça parce qu'en fait, je dis ça dans le sens de précision. Elle incarne avec beaucoup de sensibilité, donc beaucoup de précision, beaucoup de nuances de ses prédécesseurs. Et j'ai trouvé ça assez fou. Je me suis dit, elle envoie en fait. Elle est pas là pour enfiler des perles. Hein. Clairement, elle arrive et elle a beau ne pas savoir qui elle est. En fait, tout son jeu, c'est-à-dire tout son paraverbal en fait, est empreint d'un petit peu de Matt Smith, d'un petit peu de Capaldi. Je me suis dit, c'est dingo ce qu'elle a fait. C'est vraiment très nuancé, très nuancé. C'est voilà. Presque chirurgical. Le fait qu'elle mette le doigt dans son nez pour savoir quand est-ce qu'elle va tomber, c'est très Capaldi. Hein. Ah ouais, non, vraiment. Et ça, c'est tout un tas de petits détails. Ah ouais. Ah putain, c'est un nez super fiable, c'est trop bien. Non, elle est vraiment, elle arrive vraiment, elle a un jeu qui a beaucoup de force. J'ai très hâte de voir comment elle va développer sa personnalité du docteur, mais en tout cas, elle a de tous les successeurs en fait des docteurs ont toujours ce travail de jeu et d'héritage en fait du jeu des précédents qui est assez notable, remarquable. Mais elle particulièrement, franchement, à ce jeu-là, elle s'en est très très bien sortie. Voilà. Ouais, je pense que elle était tellement attendue au tournant que de toute façon, il fallait qu'elle soit irréprochable. Malheureusement, je pense que tu as raison. Mais c'est vrai, et même malgré le fait qu'elle était irréprochable, il y en a encore qui lui reprochaient de trop copier David Tennant dans sa manière d'être, parce qu'ils ont fait Boîte Cherchant de Storm et tout ça, et ça a été, ça l'a desservi, non, mais les haters de Whittaker s'en sont servis pour lui cracher à la gueule, quoi. Ouais, mais eux, ils ont pris ça, ils auraient pris autre chose. Enfin, mais bien de toute façon, elle était perdue pour eux. Enfin, tu vois, il n'y avait pas de... 100%. C'est plus pour les autres, tu vois, qu'il fallait que... Ouais, non, elle est top. Je l'ai. Et on n'en a pas encore parlé, mais en anglais, elle a un accent. Elle a une façon de parler très étrange. Ah oui. Alors, je sais pas d'où ça sort, parce que je suis pas un spécialiste d'accent anglais. Autant un accent écossais, un accent irlandais, ça va, c'est facile à identifier. Autant là, la façon qu'elle a de prononcer certains mots, la façon de... Je sais pas comment le décrire, c'est vraiment, vraiment étrange. Attends, je suis sur Wikipédia, je vais voir d'où elle vient. Elle vient du Yorkshire. J'étais exactement en train de regarder. J'ai pas souvenir qu'elle parlait comme ça dans Broadchurch, par exemple. Mais ça commence à dater, là. Mais peut-être que dans Broadchurch, elle dans l'un ou l'autre, elle vient du Yorkshire. Enfin, elle est née dans le Yorkshire de l'Ouest. En tout cas, moi, tout ça pour dire que Jodie Whittaker, je veux dire, c'est limite, je ferais mon coming out hétéro à cause d'elle, quoi. C'est beau ce que tu dis, Format. Elle et tout, elle est trop bien, enfin voilà. Elle est très belle pour le coup. Et surtout, elle est très mise en valeur. C'est là où je trouve que c'est... je vous avais dit, j'ai peur qu'elle n'ait pas vraiment de mise en valeur ou d'épisode ou quoi, mais en tout cas, pour le coup, pour son introduction, que ça soit dans la manière dont elle est introduite et le choix de costume et tout est fait vraiment pour la mettre en valeur, et là-dessus c'est très carré comme manière de faire, ça rend très bien. Moi, pour finir ces points, je voulais dire, j'étais contente en fait à la fin, enfin quasiment à la fin, quand Ryan reprend son vélo, parce que il est dyspraxique, il galère machin, il arrive quand même à monter en haut de la grue, mais c'était un moment d'adrénaline. Donc des fois on arrive à faire des trucs un peu fous dans ces moments-là. Tout à fait. Et puis sa grand-mère meurt, et puis il va refaire du vélo, et il n'y arrive pas. Et j'ai bien aimé, parce que du coup ça donne pas l'impression que la dyspraxie c'est juste une question de volonté. Ouais. C'est un vrai handicap, et c'est pas juste parce qu'il a envie de faire plaisir à sa grand-mère morte qu'il va y arriver. Et du coup j'ai trouvé ça bien. Ouais. Voilà. Oui, puis ça montre sa volonté à continuer les efforts, quoi, continuer à travailler. Oui, voilà, c'est par pas contre, forcément il n'y a pas récompense immédiate, quoi. c'est ça. C'est vrai. Ouais, mais ça montre sa ténacité de manière élégante, en tout cas, clairement. Je vous propose qu'on passe au moment choisi. Zu. Et ben c'est la scène de fabrication du tournevis. J'ai adoré le côté. Ça a été
t'es vraiment réalisé comme si c'était MacGyver. Vraiment, on la voit qui chope des trucs, qui bidouille, le chalumeau, vas-y, le chalumeau il est pas bien, vas-y, je rajoute une buse, ça fait double chalumeau, je prends des cuillères, je prends un seau, enfin, c'était vraiment... Ouais. C'était vraiment très steampunk en plus, j'ai trouvé, hein, entre la forge et le reste. Oui, et puis ces lunettes de steampunk aussi. Hein. Oui. Ouais. Dans mes notes, j'ai aussi écrit le mot MacGyver, mais c'était au moment du micro-ondes à la fin, là, quand elle utilise un micro-ondes pour... Ben oui. Mais du coup, le mot MacGyver a été écrit chez moi également. Ben, bien sûr, Richard Dean Anderson, si tu nous écoutes. Dans nos cœurs pour toujours. Ah non. Ce serait bien. Écoute. Ça serait bien, ça serait sympa. Ben, il n'est pas british, donc il pourra pas jouer le docteur, mais bon. Non, mais il peut peut-être nous écouter, par contre. Bien sûr, on t'embrasse. On lui enverra un lien. Grand poil. Moi, de mon côté, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment l'arrivée du doc façon Looney Tunes dans le train. Je m'y attendais pas du tout en plus. Vraiment, le côté... Enfin, quand il lève la tête, j'ai fait « Oh là là oh là là !» Et là, on voit juste une forme qui s'abat très rapidement, qui traverse le truc, qui s'écrase par terre et qui se redresse comme un diable sorti de sa boîte en mode « Tout va bien, je suis encore en train de me régénérer. » Oui, en fait... C'est parti pour un tour. Exactement. Et en fait... je voulais rebondir là-dessus parce qu'à l'époque, ça avait été beaucoup décrié cette scène parce que les gens ils disaient oui, elle aurait dû avoir mal, elle est tombée de haut, etc. Mais elle est en train de se régénérer. Donc en fait, elle ne sent rien, la meuf. Elle s'en fout de tomber Elle a mal, de haut. de toute façon. Elle a déjà mal de mal toute partout, façon et son ça corps continue est en à train se de... réparer, quoi. Ben voilà. Et même si elle est tombée de très haut, ça rappelle David Tennant qui se fait couper la main et sa main, elle repousse, quoi. Donc en fait, même si ses organes sont touchés, ils sont toujours en train de se régénérer, quoi. Elle a toujours de l'énergie en elle, quoi. Moi, la scène que j'ai choisie, c'est quand Yaz, elle dit ouais, vous allez m'écouter, madame, et qu'elle fait ouais, call me madame. Cette scène-là, ah là là, j'ai vibré. Voilà, j'adore. J'ai vibré. Non, mais voilà, en France, en VF, c'est du genre pourquoi le vous m'appelez tournevis. madame parce que vous êtes une madame. C'est pareil. Ah bon Ouais. Je suis une dame Because- Non, parce que comme j'ai pas les répliques en français, Ouais. en anglais, mais voilà, j'adore. Ben moi, ça rejoint un peu ça. Quand elle dit... alors, j'ai pris une des phrases, mais il y a 30 minutes, j'étais un Écossais grisonnant. Parce que ce qui est bien, c'est que du coup, nous, ça nous rappelle que même si c'était il y a quasiment un an, en fait, il s'est passé que 30 minutes entre la fin de Capaldi et là, ce qu'on est en train de voir. Donc c'est une manière, je trouvais, discrète de nous le rappeler. Et je trouve que du coup, dans cet épisode, ils n'en font pas des caisses sur son changement de genre, contrairement à ce qu'ils avaient fait sur le changement d'âge avec Capaldi. Ah oui. Qu'au bout d'un moment, ça devenait vraiment agaçant. Ça, je suis d'accord. Alors, la différence surtout, c'est qu'à l'époque, il y avait quand même Clara qui voyait la différence. Elle Là, il faisait n'y a la pas transition, de... quoi, ouais. Il n'y a pas de témoin de cette transition. Mais c'est bien qu'ils n'en aient pas fait des caisses et des caisses et des caisses. Je me souviens plus comment c'est après, peut-être que... Mais j'ai pas ce souvenir de toute façon, enfin bon, on verra. Non, il y a Non, je crois pas... que c'est Moi, réglé. j'ai bien aimé ça. Je crois que c'est réglé, hein. Pour moi, il y a... Ouais, c'est réglé, c'est le docteur. C'est une Oui, voilà, femme, c'est fait, ok, point, quoi. on parle d'autre chose, quoi. Ouais, exactement. Mary. Faut choisir. Ouais, si j'en choisis un, du coup, je vais prendre la présentation de Iyas, que j'ai beaucoup aimé. Qui était une présentation, comme je disais, miroir avec celle d'Amy. Enfin, du coup, je dis miroir, oui et non, parce que c'est miroir, un peu miroir, anti-miroir. Mais en tout cas, il y a cette même volonté de présenter le personnage, non pas à travers qui il est, mais à travers un statut. Puisque, en fait, pour les deux, la caméra commence par d'abord se poser sur le costume. Et pour le cas d'Amy, donc il y a le docteur, il est menotté à un radiateur, donc en fait il est assis par terre et donc elle se fait un travelling vertical où tu vois en fait le costume d'Amy, mais qui commence quand même par une mini jupe, donc c'est pas très réglementaire, donc ça avait déjà un peu la puce à l'oreille, voilà. Donc, Et, costume de policière. Le costume de policière, exactement. Parce qu'en fait, elles ont ce même costume. Et voilà. Et donc, j'allais dire, Christine Nole choisit la même chose, c'est-à-dire que l'introduction de Yas, déjà, elle se fait de dos. Donc, on voit le personnage de dos et non de face. Et la première chose qu'on voit, c'est justement ce vêtement très conventionnel de police. En plus, elle a le dossard marqué police derrière. Donc, voilà, c'est inloupable. Pour le coup, elle est vraiment policière. Et c'est comme ça qu'on choisit d'introduire le personnage par un statut. Je trouve toujours ça intéressant de ne pas commencer par la personne intrinsèque, mais par voilà, un statut social, ou dans le cas d'Amy, un statut social présumé, puisque, comme on le saura plus tard, elle n'est pas du tout policière. Et peut-être juste une remarque que tu avais l'air d'avoir sur la routine beauté de notre grand méchant Stenza.
Alors ça, c'est mon grand moins, en effet, de cet épisode. L'homme molaire. C'est des molaires, c'est pas des incisives. Oh, il a l'air d'aller les chercher Non, loin quand ouais, même. il a hein, pour l'air le de faire. ça a l'air des molaires ou de des molaires, prémolaires. ouais. Ou des, Écoute, des dents de pour sagesse. moi, ça avait des têtes de molaires. Après, voilà, je suis pas non plus calée en plus que ça en dentition, donc il y a le bénéfice du doute en tout cas. Mais ouais, en effet, donc parce qu'en fait, voilà, j'ai un truc et je suis désolée, Pomme, parce que du coup, tu disais que t'avais un peu la phobie des dents, ça va peut-être te dégoûter ce que je vais dire, mais moi, il y a un truc Non, qui j'ai jamais dit ça, ça va, tu peux y aller. Ah, ok, bon, ouais, très bien, voilà. Trigger warning, phobie des dents. Je sais pas pourquoi j'ai un problème avec les dents parce que à chaque fois que je pense à une dent, je pense à croquer une dent. Voilà. Ah non, Et oui, voilà. putain, ça, oui, ah. Voilà. Ça y est, j'ai l'impression de le sentir Voilà. dans ma propre bouche. Voilà. Après, j'aime pas ça. Ouais, je suis désolée. Et donc, pardon, c'est pour ça que je fais un petit trigger warning. Et donc, en fait, maintenant, je vois et j'ai vu son visage, en fait, instantanément, j'ai pensé aux dents, j'ai pensé à ça, et à chaque fois, je oh voilà. Donc, c'est vrai que c'était difficilement supportable pour moi, mais pas tant parce qu'il était mal designé, et surtout parce que vraiment, toutes ces dents, voilà. Je me demandais, est-ce que du coup, sa routine du matin, c'est de se nettoyer le visage à la brosse à dents? Voilà. Prends ça dans Sonic. Exactement. Est-ce qu'on a un produit 2 en 1? Est-ce que du coup il se met du dentifrice partout ou simplement sur les molaires qui dépassent? Bon voilà. En tout cas, la question méritait d'être posée. Ah bah oui. On n'aura pas la réponse. Hein. N'écoutez pas. Enfin, vous Pas dans écoutez jusqu'à cet la fin du épisode, podcast, en mais on tout va pas vous la donner. Peut-être qu'on l'aura dans un autre épisode, on sait pas. Oh, j'aimerais. C'est un Mais épisode oui. qui commence comme ça. Le mec dans sa salle de bain en train de se brosser le visage. Tu vois comment ça se brosser par un normalement, puis d'un clavier qui seul coup. passait du miroir jusqu'au. Avec la serviette autour des hanches. Ah là là. Bref. Dans le chat, il demande, c'est Extatic qui demande quand il chope des caries, il va voir qui? Un dentiste ou un dermato? Voilà, et ben exactement. On y est. On y est. Et voilà. Elle est là ma plus-value dans les vraies questions finalement. Mais bien sûr. Bon, on a fait le tour, je pense qu'on peut passer à la suite. I'm the one in charge here. What are you gonna do? Call it into my station. What are you gonna tell them? The facts. Et c'est le moment des détails que vous avez probablement loupé, c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Zut. Et oui, vous pensiez peut-être que le titre de l'épisode en anglais fait référence au fait que le docteur tombe du TARDIS. Eh bien non, c'est aussi potentiellement une référence à la mort de Grace, puisque l'épisode est présenté du point de vue de Ryan, qui raconte l'histoire de la plus grande femme qu'il ait jamais connue, sa grand-mère. Putain, je l'avais pas vu ça. Mm. C'est une possibilité ou ça a été dit? Ça a été dit. D'accord. Ça a été dit que c'était une possibilité ou ça a été dit que c'était ça? Mais par rapport à la manière dont Zu l'a crois que présenté, c'est c'est pas clair. Je crois que c'est Chibnall qui l'a dit. Qui a émis la possibilité de. Ah, Tu vois. d'accord. Il a pas dit non, mais en fait, vous aviez mal compris, je parlais de Grace. Il a dit potentiellement, ça peut aussi parler de Grace. parler de D'accord. Grace. Il me semble que c'est comme Ok, ça ok. que ça a été présenté. Très bien. C'est la Comme première fois que... Pardon. Comme c'est provocateur. Mais oui, mais c'est de toute façon comme quand tu fais des analyses de sale texte à l'école, c'est-à-dire on te dit, vous voyez là la virgule qui est placée, ça veut dire que l'auteur a voulu... Bon, Oui. clairement, Chibnall, quand on lui a dit, mais ça marche aussi pour la mort de Grace, il a fait, peut-être. Ouais. Oui. Ouais, c'est Ah, pas bah Et en oui, fait, bien il a sûr. fait exactement, il a fait ah ouais merde. Oui. Peut-être. Ça, c'était un peu la spécialité de Moffat en conférence de presse, de faire, Exactement. maybe. C'est la première fois que le thème musical de la série est utilisé comme séquence d'entrée du docteur et non pas comme générique en fait. Le docteur dit qu'elle ne va jamais à l'hôpital. C'est un clin d'œil au téléfilm de 96, justement, on en parlait, où le 7e docteur s'est fait emmener à l'hôpital pour se régénérer en 8e docteur, alors qu'il s'était fait tirer dessus à la sortie de son TARDIS. Oh. J'aime beaucoup que tu aies écrit OCHU. C'est moi Je qui trouve l'ai que ça écrit. ancre dans la réalité. Ouais. Mais parce que le docteur, elle dit qu'elle va jamais dans des endroits où il y a des initiales. Donc c'est pour ça que j'ai laissé le CHU. Ah, c'est toi qui l'as mis. Oui, Ok, c'est moi qui d'accord. l'ai mis.
Vous avez un mix d'infos en plus entre des infos en plus ZU et des infos en plus format. On vous laisse deviner chez vous qui a écrit quoi. Qui a écrit quoi? Ouais, exactement. Le docteur tente de suivre la trace d'énergie Artron émise par le TARDIS. C'est la même énergie que Donna a bu pendant plusieurs mois avant de foirer son mariage, vu que c'était en fait une clé pour ouvrir la tanière des Arachnos. Les Arachnos, Voilà. ouais. Dans l'épisode Le mariage de Noël. Grace et Graham possèdent une petite statue de grenouille. C'est un détail que vous avez probablement loupé, qui n'a probablement aucune importance pour le moment, mais peut-être, qui sait, un jour. En Peut-être. tout cas, c'est mignon. Voilà. On aime toujours une Je belle me souviens grenouille. pas, en tout cas. Mais Mhm. Et c'est le moment de jouer tous ensemble avec cet épisode. D'après vous, dans combien d'épisodes de la série n'apparaît pas le TARDIS ? Genre par exemple celui-ci. Et je suis sympa, je vous dis qu'il y en aura un en saison 12. donc il y en a au moins 2. Voilà. Ok. Moi, je dirais. Quand tu dis la série, c'est depuis 63 Oui. Je dirais 8. Et puis Moi, j'ai eu la 63, réponse, alors je vais- c'est- Ah. Ah, moi, j'ai pas regardé. Donc, je sais pas. Je sais Mary. pas, moi je dirais J'ai joué le jeu. 25. Parce qu'il y a Ouais, beaucoup moi, je pense d'épisodes. que Format, il est en train de se faire le récap de tous les épisodes depuis le départ. Donc, du coup, je vais me ranger derrière sa réponse. Ben, en fait, la réponse, elle est grisée, donc on peut pas la lire, mais elle est grande. Donc je me dis effectivement 25, un truc avec 20 tiré un autre chiffre, ça Oh, c'est c'est probable. pour nous embrouiller, ça. Ouais, je pense que c'est pour Mais nous voilà, et embrouiller. je me dis que c'est peut-être. C'est encore donc, plus malin que ça. Je sais, je... Oh, c'est un mot et c'est aucun. Non, c'est 11 Ah. la réponse, mais Grand Poil il sait que Il je a- suis à fourbe et en fait j'ai mis Il a mis 5-0 50-0. et puis un 11 après. Oh. ça faisait partie de mes hypothèses. C'est pour ça que j'ai dit 8 malgré la grandeur du truc. Voilà. J'ai failli dire 12. Putain. Et Ah, c'est moi qui étais le plus près. ben oui. Ouais, Et clairement. donc Ah dans ouais. la New Who, les deux épisodes qu'on a déjà vus, c'est Midnight, donc avec David Yes. Tennant, et La huis Terre clos, du ouais. mensonge avec Peter Capaldi. Lequel, pardon La Terre du mensonge, c'est l'épisode avec les moines qui ont pris le Ah ouais. contrôle de la Terre. Ah oui. Voilà. J'ai l'impression que c'était hier quand on a parlé de la trilogie du moine. Des moines, Mais pardon. oui, c'était il y a pas si longtemps. Hein. Mm. Le temps file. En temps d'enregistrement, ça va. Avant de trouver sa tenue, la doc dit que ça fait longtemps qu'elle n'a pas acheté des vêtements féminins, justement. On en a parlé, mais la dernière fois qu'elle l'a fait, eh ben, en fait, elle a acheté une robe pour River. Et oui, c'était dans C'est les vrai. minisodes, Ah oui, les première minisodes. nuit et Mm. dernière nuit, où la 11e Dont on a parlé. incarnation... Un été avec grand poil. Exactement. Donc la 11e incarnation du Docteur achète une robe pour emmener River lors de leur premier date. Alors, moi, je suis presque déçue de cette anecdote parce que j'avais topé qu'elle avait dit ça. Et du coup, je m'étais dit, ah, je l'ai même noté, je sais pas où, je sais pas comment je l'ai écrit. Et je me Sous suis l'eau. dit, ouais, c'est quelque part sous l'eau. Non, mais en fait, je me suis dit, ah, c'est un petit clin d'œil pour nous dire que c'est pas la première fois qu'elle se régénère en femme, mais qu'on n'a peut-être pas vu toutes les régénérations, etc. Ou que j'en sais rien, qu'ils vont nous inventer un truc. Et je sais pas, ça m'a un peu tilté sur ça de me dire, c'est parce que c'est pas la première fois en réalité que elle se régénère en femme. Bon, du coup, je suis déçu de l'explication. Moi, j'avais pensé à sa petite fille, du coup. Comme il a voyagé avec sa petite fille dans les premières saisons de la 63, je me suis dit, bah, c'est sans doute en lien avec sa petite fille, mais j'ai pas fait le lien avec River, du coup. Et c'est l'inflation. Les épisodes de Dr. Watt faisaient au tout début de notre podcast 1 heure, et là on va bientôt atteindre 1h30. C'est normal, vu que les épisodes de Doctor Who ne font plus entre 40 et 45 minutes, mais entre 50 et 55 minutes. Donc on a aussi beaucoup de choses à dire en plus. C'est vrai. Je me suis dit ça, je me suis demandé si c'était pour le premier. Le deuxième, il était plutôt autour de 45, non? Non. À partir Ah, j'ai de pas la vu le temps saison passer, alors. 10, J'ai pas fait gaffe. ils sont entre 50 et 55 minutes, ouais. Par contre, je pense que le prochain épisode, il fera pas 1h30. Non, je pense pas. Après, là, c'est une introduction, donc forcément, il y a plein de Oui. choses à dire.
C'est pour Bah ça. Une introduction, un nouveau docteur. Une nouvelle Enfin, il y a ère, vraiment beaucoup de changements. Hein. Et puis, on l'a dit plusieurs fois, hein, mais le showrunner, Chibnall, il a beaucoup de choses à dire pour essayer de se démarquer et de s'éloigner un petit peu de ce que Moffat lui a laissé en mode tiens, démerde-toi. Ah ouais. Et là, du coup, je redeviens homo pour Chibnall. Ok. Après, du coup, bon, peut être bi aussi. Ah oui, Obligé de- bien sûr, bien Voilà. sûr. Bien sûr. Mais je suis un peu comme le docteur, hein, je change de genre comme de chemise. En même temps que tu changes de chemise. quoi. Ok. Voilà. Eh bien, écoutez, si c'est bon pour tout le monde, je crois qu'on a fait le tour. On va pas se quitter avant de dire que Dr. Watt est un podcast du label Podcut. Donc, si vous voulez nous aider, nous soutenir un petit peu, n'hésitez pas à passer sur le Patreon, patreon.com. Les liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, merci. On a un Patreon, on a un Discord, il y a plein d'autres podcasts super intéressants qui sont en Oui, diffusion en c'est ce moment. Et puis voilà. On n'a Instagram. pas demandé, mais Mary, comme elle a d'autres activités, peut-être que tu veux faire aussi peut-être une mini pub pour toi aussi, ce que tu fais à côté de Dr. Watt, maintenant que tu nous as rejoint. Non, je n'ai pas forcément de pub à faire. Voilà. Vous me trouverez du côté des Discord Dr. Watt et Podcut. Voilà. Ok, c'est parfait. Et bien écoutez, merci à tout le monde et à dans 15 jours. À dans 15 dans 15 jours. Bye bye. Bye bye. That's it. It's connected up. It should work. Moment of truth then. Wish me luck. And goodbye. Deep breath. Not you lot, me.